La NBA, c'est nous. C'est pas la NBA qui est venue ici exploiter. Hey, regardez-moi. Et ça fait depuis 1998 qu'on est sur ce chemin. Il est important d'essayer d'exposer les jeunes à la pratique sportive parce qu'il faut être discipliné. Les horaires d'entraînement dans un programme vont vous l'imposer. Amadou Gallo Fall est le président de la BAL, Basketball Africa League. Il est passé du terrain aux plus hautes instances du basket américain et a côtoyé les grandes stars du sport mondial. Engagé pour le développement du continent africain, sa mission va bien au-delà du basketball. Quand on m'a proposé d'aller en Amérique pour jouer au basket, aller au lycée, je me disais, mais attends, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils... En fait, je dis non, il faut que je signe avant qu'ils changent d'avis, d'abord. Mon coach m'a pris de l'aéroport, il me dépose à l'appartement et il dit « Ok, on se voit à 8h à la fac ». D'abord, je dis « Mais attends, le gars, il m'a même pas demandé si j'avais faim ou pas. » Aujourd'hui, un joueur de basket dans les clubs locaux, il peut espérer quel revenu? Ils ont des revenus très respectables. Dans la Basketball Africa League, au minimum, on impose au club qu'ils aient un salaire par mois de... Je n'ai jamais cru à cette narrative d'infériorité ou j'ai jamais eu de complexe. J'y ai même jamais pensé. Il y a des injustices, évidemment, partout par rapport au positionnement de l'Afrique à travers le monde. Personne ne vous doit absolument rien. Si vous avez une opportunité, vous faites votre chemin et les choses vont arriver si vous travaillez pour. Bienvenue dans Afropod. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. La majorité d'entre vous n'est pas encore abonné à la chaîne. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et puis surtout, vous savez bien, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Amadou Gallo Fall, si un enfant vous arrêtait dans la rue et vous demandait quelle est ta mission, quelle serait votre réponse? Ma mission, c'est de servir, d'impacter mon environnement, ma communauté, parce que je suis fondamentalement convaincu que chaque être humain sur cette terre a une responsabilité de faire quelque chose pour l'améliorer, pour s'améliorer d'abord. Voilà, de l'influence. Ça, c'est arrivé très petit. Je pense en regardant Médecins sans frontières déjà. À quel moment est-ce qu'il y a eu cette volonté de dire, moi, je veux faire un impact, je veux créer quelque chose qui fait avancer la communauté? Je ne suis pas certain qu'il y a un moment de consciousness. Okay. Je pense que c'est peut-être juste... ça évolue, évidemment, parce que on est tous nés, on est enfants. Bon, je vais pas dire qu'à 5 ans déjà, j'avais envie de changer le monde. Ouais. Mais peut-être c'est juste, l'environnement dans lequel on grandit. Et puis, on a toujours des exemples autour de nous, hein, et puis on prend ce qui attire notre attention. Et ouais, peut-être que l'idée de servir, l'idée de service en tout cas, je pense que aussi longtemps que je puisse me souvenir, était là. Et même quand on parle de leadership, whether c'est né ou on l'acquiert, on ne sait pas. Juste, est-ce que c'est inné ou acquis? Ouais. Ça a toujours été en vous en quelque sorte. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ouais, je suis pas le gars qui va beaucoup parler, qui va aller dire, mais I don't know, peut-être par l'action, peut-être que ça attire, peut-être que il y a une énergie, je sais pas, qui peut-être donne de la confiance ou de la motivation. Moi, les choses qui m'ont toujours intéressé, c'est notre condition, c'est l'Afrique. Et je n'ai jamais cru à cette narrative d'infériorité ou j'ai jamais eu de complexe. J'y ai même jamais pensé. Il y a des injustices, évidemment, partout par rapport au positionnement de l'Afrique à travers le monde. C'est pourquoi la colonisation est intervenue, c'est pourquoi la traite des nègres est intervenue. Mais je n'ai jamais été motivé par l'idée de je vais leur prouver que c'est pas possible. Ouais. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ce qu'on fait. Et puis voilà, quoi, de triompher. L'environnement dans lequel vous avez grandi, donc c'était à Kaolack. Je pense que vous étiez 11 frères et sœurs.
Vous pouvez un peu nous replonger un peu dans cette enfance-là? En fait, je suis né à Kaolack et jusqu'à peut-être 5 ou 6 ans, je suis allé à Tivaouane, j'ai grandi avec ma tante. Mais c'est là, c'est les mêmes environnements. C'est la grande sœur de mon père, dans une famille avec évidemment beaucoup d'enfants de mon âge et tout. Et je pense que les environnements sont très parallèlement les mêmes. Kaolack, il fait plus chaud peut-être qu'à Tivaouane, mais j'y retournais chaque fois pendant les vacances. J'avais l'avantage d'avoir un environnement, une vie, des amis à Tivaouane, et puis pareil, quand je retournais à Kaolack, on voit déjà les similarités, mais aussi les nuances, les différences. Même, je parle de notre jeunesse, surtout des amis en dehors de la maison et tout. On voit que on est un pays qui est unique et homogène, mais en même temps, il y a des différences culturelles, des nuances. J'ai toujours trouvé que les jeunes au Saloum étaient beaucoup plus précoces, ils osent, Ok, audacieux. C'est ça. Quand je tournais, quand je voyais les jeunes avec qui je voulais à Kaolack et dans le Saloum, parce que aussi j'allais au fin fond, il y a une certaine maturité beaucoup plus tôt, Ok. Et c'est dû à quoi, à votre avis? C'est ce que je me demandais aussi. Mais je crois que des questions de responsabilité, parce que quand je voyais les jeunes il y avait beaucoup plus de responsabilisation, je crois. Peut-être que c'était le bassin arachidier, le commerce, tout le monde était entrepreneur. On voyait que ça travaillait partout, mais je crois que plus aventurier. Et c'est pourquoi aussi, quand je vois partout, j'ai l'impression que partout dans le monde, quand je rencontre des Sénégalais, il y a toujours des gens de Kaolack. Est-ce qu'il y a une figure particulière durant cette enfance qui vous a particulièrement influencé, inspiré peut-être? Oui, mon grand frère Mamadou, j'en parle toujours. Oui. Et je pense que maintenant, ça lui fait... Il a la grosse tête. C'est ça. Ça lui gonfle la tête. Mais bon, il est un éminent professeur d'histoire. Et voilà, c'est l'intellectuel. C'est quand on fait le thé, là. J'étais le petit qui faisait le thé bon, j'ai gradué à faire le thé. Au début, on fait le boil, n'est-ce pas? Oui. On met le truc au fourneau et tout ça. Voilà. Après, bon, c'est quand même, c'est intéressant. On commence par faire la petite tâche que d'aller rassembler le charbon et de créer le feu. Et puis après, petit à petit, on fait le thé. On fait le thé, on sert carrément le thé dans les... Ouais, à les écouter parler de tout et de rien, de sujets du monde. Et toujours, des choses sociétales. Voilà, c'est tous ces débats-là, je crois, m'ont intéressé. Et puis surtout la lecture, il m'a influencé au début, même posé à lire certains livres que vraiment qui m'ont beaucoup... C'était Frantz Fanon, c'était Césaire. Justement, tous ces avant-gardistes parce qu'en fait, c'était des gens qui ont précipité la décolonisation à travers les combats qu'ils ont menés. Ils n'ont pas... Ouais, certains ont peut-être pris les armes, mais pour la plupart, c'était juste d'essayer de rectifier cette négation culturelle que, évidemment, les colonisateurs ont essayé de créer une fausse narrative qu'il fallait pour justifier, que ce soit la démarche coloniale ou tous les asservissements,
Voilà, c'est dans ce cadre-là, bon. Donc, vous avez été influencé par ces discussions-là, par ces engagements-là, en fait, parce que déjà, c'était très engagé quand même. Exactement. Et vous étiez un jeune garçon plutôt dans son coin, plutôt timide, plutôt audacieux aussi, ou quels étaient déjà les traits de personnalité Peut-être un peu de tout cela, non, parce que, ouais, je suis perçu comme timide pour la plupart, peut-être. Mais je sais que je ne le suis pas. Je suis peut-être réservé. Mais ma confiance, elle est latente. Elle n'est pas, je n'ai jamais été celui qui va faire ça. Regardez-moi, tout ça. Mais... C'est comme une force tranquille, quoi, qui est là en vous, et qui n'a pas besoin de se montrer ou bien d'être vu, d'être remarqué, mais qui est là. Exactement. Okay. Je préfère ne pas être remarqué. Mais bon, je me suis toujours rendu compte que, qu'on le veuille ou pas, j'ai toujours senti que j'étais plus grand que tous mes camarades. Et pour moi, c'était naturel. Mm-hmm. J'ai jamais eu de problème, par exemple, par rapport à ma taille. Et encore, quand peut-être j'ai commencé à jouer au basket, que là, je me rends compte, c'est un vrai avantage. Alors, justement, à quel moment est-ce que le sport a commencé à prendre beaucoup de place dans votre vie? On est toujours sportif, n'est-ce pas? Je pense que... Pas tout le monde, je veux dire, non, pas pour la pratiquer à de competitive level. Ouais. Mais je pense qu'au Sénégal, il y a cette fibre. Je pense que... Beaucoup de gens font du sport. Même tous les gamins aiment porter de beaux équipements. Je me rappelle mon frère Mamadou qui était aussi... qui a étudié, qui amenait de belles tenues d'équipe de foot et tout ça. Et on va sur le terrain, tu es bien, habillé sur le terrain. C'était quelque chose de cool, de spécial. Mais bon, j'ai joué à beaucoup de sports, mais pas quand je dirais pas sérieusement. Par exemple, au lycée, on joue au foot à l'interclasse ou l'interécole. On a fait un peu d'athlétisme, mais bon, rien de... Oui, c'était vraiment... Pour en faire une carrière, c'est ça. Même au basket, c'était pareil. Quand je suis commencé au Duc, ici, j'étais débutant, j'ai commencé tard. Parce que je n'étais pas exposé, d'abord. Parce que bon, c'est un sport où il faut un minimum d'équipement, il faut un terrain pour pouvoir faire rebondir le ballon et tout ça. Et ça n'existait pas partout. Et l'accès à ce sport c'est considéré comme un sport urbain. Après que c'est une des raisons pour laquelle je suis extrêmement motivé pour rendre ce jeu accessible. Parce que j'ai progressé très vite quand j'ai commencé à jouer au basket. Et parfois, je me demandais si j'avais commencé à 10, 12, 14, 15 ans même, ce que cela pourrait donner. C'est pourquoi on a cette envie de nous assurer que, en tout cas, tous les jeunes qui ont envie de jouer à ce sport aient accès à un terrain correct pour pouvoir pratiquer. Voilà. Un coach aussi. C'est un jeu qu'on peut peut-être jouer tout seul, si on a son ballon et le terrain. Quand est-ce que ça a commencé? Dès que j'ai commencé à jouer au basket, parce que déjà, je sentais que j'avais des capacités athlétiques qui s'exprimaient mieux que sur le terrain de foot. Je dirais pas que j'étais un bon joueur de foot, mais je me défendais sur le terrain. J'étais pas ridicule, quoi. Tu vois? Mais au basket, franchement, je dis pas que non plus j'étais une foudre de guerre, mais je me faisais plaisir. Parce que après, quand on commence à s'exposer à ce qui se fait de mieux au basket, le style, moi, je pense que c'est les meilleurs athlètes au monde parce que c'est là où on trouve des gens qui ont des gabarits incroyables. Regardez le jeune français maintenant, le français congolais, Wembanyama. Michael Jordan, c'est pas un petit. Il fait 2 mètres quand même. Et Shaquille O'Neal, quand on les voit bouger avec l'aisance, l'élégance et l'athlétisme, voilà, c'est pourquoi je dis que ce sont les meilleurs athlètes au monde. Et tout ce qu'ils savent faire avec le ballon. Et donc, quand vous êtes... Alors, ça a commencé, vous aviez commencé ici au Sénégal à jouer. Et puis, on vous a appelé aux États-Unis
parce que vous aviez déjà le gabarit? Justement. Non, c'est carrément parce que C'était ça. Le coach qui m'a envoyé une lettre avec une bourse entière pour jouer, pour faire les études, ne m'a jamais vu jouer. Ouais. Un ami à lui qui était avec le corps de la paix, Kevin Lineberger, avec qui je suis toujours en contact, qui est à Washington DC, qui m'a vu jouer, qui lui a parlé, et les gars, ils m'ont envoyé une bourse complètement parce que, entière, je veux dire, il leur a dit qu'ils ont rencontré un jeune Africain qui faisait 2,02 m, qui savait sauter, courir, c'est un super athlète. Voilà. À l'époque, c'était ça. J'avais déjà commencé à jouer à cette période-là, mais c'est juste pour vous dire quoi, que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a voulu exposer le plus grand nombre de jeunes Africains sénégalais possible, parce que ces opportunités existent et on ne les savait même pas. Ouais. À l'époque, je pense qu'il y avait peut-être... Bon, il y a eu 2 ou 3 Sénégalais qui sont allés, qui ont joué en Amérique, mais c'était très limité. Très limité. Maintenant, je pense pas qu'il y ait des équipes sans Africains. Ouais. Sinon, c'est fou, mais c'est là où on en est. Et on en est ici aujourd'hui où il y a une ligue professionnelle panafricaine qui aussi, maintenant crée cette plateforme ici même sur le continent. Mais donc, quand vous vous êtes retrouvés, donc là, c'était à DC, en train de jouer avec des joueurs américains. Mais on a joué contre Dikembe, contre Alonzo Mourning, mais j'étais dans une autre université. On était en division 2, ils étaient évidemment au pinacle de la NCAA. Mais le contact, et puis aussi, juste l'environnement, de se mesurer à ce niveau. Ouais. Et c'est pas quelque chose que peut-être 5 ans plus tôt, je m'imaginais même pas. Parce que je lisais des journaux, peut-être je voyais des vidéos en black and white, et tu voyais Coach Thompson, tous ces gens-là, c'était c'était intouchable. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves sur un terrain avec ces légendes. Ouais. C'est comme quoi, peut-être c'est pourquoi je dis que ce qui m'a aidé dans la transition, c'est que je ne suis jamais incroyablement impressionné. Vous savez ce que je veux dire? C'est que avec beaucoup d'humilité, je me dis que tout est possible. Que c'est pas que... C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu ce qu'on peut appeler le syndrome d'imposteur. Vous vous êtes pas dit, mais est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Quand on m'a proposé d'aller en Amérique pour jouer au basket, aller au lycée, je me disais, mais attends, est-ce qu'ils se rendent compte de ce que... J'avais cette peur avant d'y aller, parce que je me dis que ce que je voyais, there's no way. Moi, parce que bon, je venais juste de commencer à peine de jouer au basket. Après, tu te dis que Magic Johnson, tu vois Larry Bird, on pense à toutes ces stars. Oui, mais parce que je ne faisais pas la différence entre la NBA, la NCAA, vraiment le top de Division 1 et tout ce qui existe. So, il y a différents niveaux, il y a différents levels. Mais bon, une fois que je suis allé dans le level où j'étais, et même ça m'a pris un peu de temps avant d'entrer sur le terrain, je suis venu, d'abord, je suis arrivé, il fallait aller à l'école. Mon coach m'a pris de l'aéroport à 11h le soir, je me rappelle, et il me dépose à l'appartement et il dit, OK, on se voit à 8h, à la fac. Je devais être dans une classe c'était des trigonométries et je sais pas quoi. Alors, d'abord, il y a ce choc, je te dis, parce que c'est ici, quand tu vois c'est quelqu'un... C'est pas la teranga sénégalaise. Exactement. On vous a pas fait un chep. Non, c'est ça. Et là, le lit est bien fait, le lendemain, on te prépare le petit déjeuner et tout ça. Non, il y avait rien de tout ça. D'abord, je dis, mais attends, le gars, il m'a même pas demandé si j'avais faim ou pas. Il dit, voilà. Et c'est là, en fait, ça, c'était quand même quelque chose de bien, parce que ça m'a très vite appris que, hey, là, il fallait vraiment avoir son casque en fer. Ouais. Et que rien ne va te donner. Et que voilà, c'était comment dire, un choc. Ouais. Mais
important. Nécessaire. Juste très nécessaire, parce que bon, vous savez, notre culture, sinon ça, on prend notre temps, on pense que tout nous doit être présenté sur un plateau, et c'est pourquoi quand on parle à nos jeunes qui sont assis, surtout au début quand j'étais très impliqué, je parlais à tous ces gamins et vraiment, ces temps-là me manquent, parce que maintenant, bon, c'est difficile parce qu'on a énormément de choses à faire un peu partout, mais ce qui m'intéressait le plus, c'est de justement parler à ces jeunes que personne ne vous doit absolument rien. So, vous allez vous la faire, peut-être, juste si vous avez une opportunité, vous allez avoir cette opportunité parce que vous êtes des bons jeunes, vous êtes bien éduqués, vous êtes bien élevés, vous avez de la discipline. Maintenant, vous faites votre chemin et les choses vont arriver si vous travaillez pour. Mais ne pas avoir ce sens de, comment dire, d'entitlement. Oui, penser que les choses nous sont dues. Et que c'est peut-être que ça, je ne l'ai jamais eu. Ça, et je pense que peut-être ça a aidé. Juste pour revenir à votre question. Donc ça, c'est le sens de la responsabilité aussi. Exactement. Et pour dire que, pour répondre à votre question, ce syndrome d'imposteur, peut-être que je l'ai eu avant d'y aller. Parce que quand j'ai reçu la lettre avec tout, je me dis, mais attends, en fait, mon truc, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que des gens ont eu confiance pour m'offrir cette opportunité. Je pourrais juste dire, en fait, je dis non, il faut que je signe avant qu'ils changent d'avis, d'abord. Mais une fois que je signe, tu sais que, OK, c'est comme si on te propose un job, tu es très content, c'est vrai, il y a un salaire, il y a les bénéfices et tout, mais qu'est-ce que tu vas délivrer en contrepartie? C'est ça. Et moi, c'était ça. J'étais plus focus sur moi, ce que je devais délivrer. Que justement, je ne voyais pas que les avantages ou les bénéfices que cette bourse va aller me donner, parce que j'ai dit que oui, je mesurais l'importance. Je voulais faire des études, je voulais être médecin. Et cette opportunité va me l'offrir. Mais j'étais beaucoup plus préoccupé pour, OK, mais ce que je dois faire. Mais je savais que si ce n'était que une question d'effort, de focus, de prêter attention, là, j'étais à l'aise, je sais que je pouvais faire. En fait, pour la plupart du temps, c'est tout ce qu'il faut. Parce que tu es dans un système là-bas où le système éducatif encourage et fait pour que tout le monde réussisse, s'il travaille. Ici, peut-être, il y avait cette sélection qu'il fallait faire. C'est extrêmement difficile de faire le baccalauréat qu'on a fait ici, l'entrée en sixième, le DEFM, tous ces examens. À l'époque, c'était... Et là-bas, il n'y avait pas tout ça. Tu fais tes devoirs, tu as ta moyenne, so c'était encourageant. Et après, très vite, on s'est dit que si on a survécu le système éducatif ici, honnêtement, là-bas, ça devenait beaucoup plus facile. Et j'ai connu, beaucoup de jeunes qui étaient des étudiants très moyens ici. Et après, ils vont en Amérique et ils excellent. Et pour moi, ça veut toujours dire que on doit créer un environnement qui favorise, la réussite. On doit mettre aucun frein devant ces jeunes parce que, ils en ont la capacité, ils en ont l'envie, mais souvent, peut-être, on enlève cette envie parce qu'on met tellement de barrières. Vous avez cité un nom tout à l'heure, John Thompson. Je pense que c'est quelqu'un qui a été important pour vous, un mentor. Quels sont les principaux enseignements qu'il vous a transmis? Non, c'est une des légendes. Il est dans le Hall of Fame. C'est que quand on voit le basketball, d'abord, il était joueur de basket dans un lycée à Washington, D.C. Il était coéquipier de mon coach à la fac. C'est quelqu'un d'ailleurs, vous savez, l'Amérique et surtout les problèmes raciaux qui existent toujours, mais on oublie souvent que même les Noirs ont eu des droits de vote, que
dans les années 60. Il y a beaucoup de leaders noirs, on connaît les plus célèbres, Martin Luther King, Malcolm X, etc. Mais pour moi, des gens comme Coach Thompson, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, Muhammad Ali, ils se sont engagés, pour les droits civiques des Noirs. Et surtout pour lui, en utilisant la plateforme qu'il avait, sa célébrité, d'être un coach d'une université qui était l'un des meilleurs à son époque. Ils ont gagné le championnat en 84 avec Patrick Ewing, en 82. Mais vraiment, ils avaient un programme qui était très visible, qui est légendaire, tout le monde connaissait. Mais ils s'intéressaient beaucoup aux jeunes qui étaient dans les ghettos les plus défavorisés. Et il en a sorti beaucoup de ces ghettos. Et en fait, c'est lui qui est venu vers moi parce qu'après, on a joué contre eux. Ils nous ont battus. Je ne vais même pas dire le score. Mais après le match, j'ai dit à mon coach qu'il était impressionné par moi. Et puis, je me disais, mais ils nous ont battus d'un score inimaginable. C'est plus de 50 points d'écart. Ah oui. Et oui, parce qu'il disait que, mais c'est cool, parce que j'avais pas de complexe. Malgré que, parce que je me rappelle, une semaine avant le match, je venais de débarquer. Et les étudiants me demandaient, est-ce que tu es prêt pour Alonso? Parce que j'étais le plus grand dans mon équipe, j'étais le pivot. Il me dit Alonso, je dis qui est Alonso? Je connais pas. Il dit Kembe. Il me demande si j'étais prêt. Je connaissais pas qui étaient ces gens. Et quand on est entré sur le terrain, moi, j'ai joué comme je joue toujours, avec beaucoup d'énergie. Je pouvais ne pas être le plus talentueux, mais en tout cas, en termes d'effort, d'énergie et d'engagement, bon, là, ça et c'est ce que je dis aux jeunes. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de talent pour ça, pour fournir le maximum d'efforts, pour se concentrer, pour savoir recevoir des instructions, etc. Alors j'étais dans tous les sens, je me suis défendu, et il était impressionné parce qu'il dit que voilà, il n'était pas intimidé malgré que, parce qu'en fait j'avais pas lu les journaux avant pour savoir qui étaient ces monstres. Mais quand on est entré sur le terrain, et après le match, je me suis rendu compte pourquoi les étudiants dans mon école ils me demandaient pourquoi si j'étais prêt pour ces gens-là. Mais bon, c'est juste pour dire que, en fait, c'est ce qui l'avait attiré. Le fait que je n'avais pas de complexe, je n'étais pas intimidé. Et vous avez donc une relation de mentor? Oui, et après, il m'a invité. À partir de là, chaque été, j'allais m'entraîner chez eux. Ils avaient beaucoup de pros dans la NBA qui revenaient chaque fois pendant l'été parce qu'ils viennent de cette université. C'est là où ils ont fait les bases. Ils revenaient. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un sentiment qui me remplit de beaucoup de joie. Parce que je vois aujourd'hui à Seed Academy, il y a des centaines de jeunes qui sont passés par là. Et je sais que la plupart d'entre eux, ils ont fini leurs études universitaires, ils ont joué un peu partout, ils continuent à jouer un peu partout dans le monde. Mais pendant l'été, ils reviennent à Thiès, au CNEPS, ils se regroupent. Tu vois, ça me rappelle quand j'étais à la fac, l'opportunité que j'avais d'être invité à Georgetown. Mais justement, et on discuté, il était très intéressé par rapport à l'Afrique, évidemment. Il était intéressé par d'où je venais. Et il commençait à me demander s'il y avait d'autres jeunes chez moi qui avaient envie de suivre les pas que j'avais pris. C'est comme ça qu'on a commencé à faciliter pour certains jeunes d'aller là-bas. Il y a eu Cheikh Yaya Dia à Georgetown, Boubacar Aou, qui ont vraiment été des... Et vous donnez des conseils, donc parfois, sur non seulement comment jouer sur le terrain, mais aussi comment évoluer dans la vie, en fait. Mais justement, parce que il y a un parallèle, hein, je le pense toujours que le terrain de basket, ou bien le sport en général, c'est un microcosme de la société. Parce que c'est pourquoi il est important d'essayer d'exposer
les jeunes à la pratique sportive, parce que les valeurs, en tout cas au basket, et je suis sûr que c'est pareil au foot ou dans l'athlétisme, il faut être discipliné, il faut être structuré. Si on ne l'est pas, en tout cas, les horaires d'entraînement et la discipline à suivre dans un programme vont vous l'imposer. Parce qu'il faut être à l'heure. Il y a un programme, il y a un calendrier d'entraînement, il y a un calendrier de match, il y a un calendrier pour toute l'année. Et aussi, quand on allie avec les études, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Il fallait avoir une certaine moyenne pour pouvoir continuer à garder sa bourse. Tout ça, c'est important. Moi, au-delà de dire à un gamin comment il faut shooter, comment il faut tirer, comment il faut se placer pour prendre un rebond, etc., je laisse ça à d'autres. Bon, bien que j'ai quand même une petite idée de comment le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'attitude, qu'il faut avoir, l'attitude du gagneur qu'il faut avoir. Et ça se traduit partout dans la vie. Et pour moi, c'est ce que je vois vraiment, par rapport au sport et à l'idée de l'étudiant athlète, ou d'élève athlète. On pensait peut-être ici, parce que c'est juste par manque d'exposure à ça, que le sport était un frein au succès académique. C'était l'idée, dans le temps. Ouais. Mais maintenant, bon, en tout cas en Amérique, tous les grands athlètes, c'est des élèves, c'est les étudiants d'abord. Tous ces gars qu'on voit, les plus grands, les plus célèbres, Magic Johnson, Michael Jordan, les Isaiah Thomas, ils sont tous allés dans des universités. Ils ont leur diplôme. Et c'est pourquoi aussi, ils se reconvertissent, facilement, parce que l'idée de compétition, la compétitivité qu'ils ont, cette rage de gagner sur le terrain, ils la transportent dans la vie après. Magic Johnson, c'est un des gros businessmen. Il a commencé par beaucoup de chaînes de Starbucks, de chaînes de cinéma. Maintenant, c'est un propriétaire des LA Dodgers. Michael Jordan, pareil, avec ce qu'il a fait avec créer sa propre marque, Brand Jordan. Après, il est propriétaire de Charlotte Bobcats. C'est des gros businessmen. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé pour vous? En fait, donc, il y a ce rêve d'études de médecine. Enfin, la volonté à la base, c'était quand même de devenir médecin. Comment est-ce que ça se passe pour que le basket prenne le dessus, le sport prenne le dessus et que le reste, finalement... En fait, c'est évolutif parce que j'avais pas une attitude figée, que je suis ouvert d'esprit, il n'y a pas de rigidité sur l'objectif. Justement, il y a sur certains principes, oui, mais c'est par exemple par rapport à l'éthique, des choses comme ça, la morale, comment on agit avec les gens, faut être droit, faut pas être déceptif, des trucs comme ça. Mais par rapport à juste la vie, on s'adapte. En fait, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à évoluer dans ce milieu du basketball universitaire, d'abord juste comment j'ai vu la force du sport en Amérique. C'est une locomotive vraiment de développement, c'est une locomotive économique pour ces universités. Je parlais même pas de la NBA ou du niveau professionnel. Ce que j'ai vu même au niveau de mon école, qui est une école de 2e division, je voyais d'abord, que je puisse bénéficier d'une bourse entière parce que je faisais 2,02 m, que je savais sauter ou courir. D'abord, c'est un déclic. Parce que avant, chez moi, je me disais, peut-être que je peux aller jouer, je sais pas, en France ou dans d'autres pays où même le basket chez nous était peut-être même meilleur. Mais on nous a tellement, je ne dis pas qu'on nous a formatés, on a tellement pas appris à apprécier ce qu'on a chez nous que l'idée, tout le monde pense que partir, c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Et moi, je n'ai jamais été animé par cette idée. C'est arrivé. Oui. Mais j'étais pas là. Il n'y avait pas une recherche de partir. Non, justement, je faisais ce que je faisais là où j'étais. Alors, quand j'ai vu tout ça, tout ce que le sport permettait aux universités de faire, ils l'utilisaient pour recruter des élèves, parce qu'au bout du compte, que ce soit Duke ou UCLA ou Georgetown, ce qui les fait vivre au-delà des grants et tout ça, il faut recruter
des étudiants qui payent très cher pour les études. Et ils compétissent aussi pour recruter les meilleurs étudiants. Et parfois, le jeune qui est au lycée, il va faire son choix d'université et il peut être très influencé par la position de ces universités dans le sport, que ce soit au football américain ou en basketball, c'est les deux top schools, top sports en Amérique. Alors, cette utilisation du sport comme un outil de marketing, d'abord, et puis le rayonnement qu'il donne à ces universités. Après, on peut voir le rayonnement que les sportifs, en tout cas là-bas, donnent à leur communauté. Et même à notre niveau, quand je voyais, par exemple, les jeunes qui venaient juste après moi, qui jouent à la télévision dans des chaînes nationales, je parle aux États-Unis, ESPN par exemple, quand on fait la présentation des équipes, quand ils disent « Et maintenant, venant de Thiès, Sénégal, 2 mètres Boubacar Aou », tu vois? Et ça se répétait. Souleymane Camara à Kentucky, qui venait de Dakar. Je peux citer Makhtar Diaye, qui est de la CKBU10 ici. Vous voyez ce que ça fait en termes de diplomatie. Nos pays deviennent connus. Bien sûr. À travers ce sport. On a vu un petit pays comme la Lituanie, quand l'Union soviétique s'effondrait, qui a utilisé vraiment le basketball pour être présent aux Jeux Olympiques. C'est un petit pays de 5 millions d'habitants, très très connu dans le monde. Et c'est parce qu'ils ont eu des gens comme Sabonis ou Marcelonis, de très grosses vedettes de basketball. Et ça peut se dire dans les autres sports. En Jamaïque, non, on n'en parle plus, avec Usain Bolt et tout ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte que je voulais faire de la médecine pour aller vers Médecins sans frontières. Mais que peut-être ce n'était pas nécessairement à cause de la pratique de la médecine pour faire tu vois, parce que j'ai fait du travail dans un lab pendant 5 ans, pour faire de la recherche, en attendant d'essayer de voir comment j'allais payer pour des études de médecine, parce que c'était extrêmement cher. Et j'avais pas, à l'époque, la nationalité américaine pour pouvoir bénéficier de bourses et de trucs comme ça. Mais au fur et à mesure que j'observais l'environnement du sport, que j'évoluais dans le sport, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait chez Médecins sans frontières, c'est l'aspect service. C'est l'aspect service communautaire. C'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient partout où il y avait des problèmes, des guerres, pour sauver des vies, pour redonner de l'espoir à ces communautés. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était l'Afrique, son développement, la narrative qui était, ce qu'elle était à l'époque. Et je voyais que, en tout cas, nous qui évoluons dans le sport, surtout les jeunes qui venaient après moi, ils étaient en train de créer une autre perception. Chaque fois que je discutais, parfois j'allais dans certains milieux, on est invité, il y a le contact facile et tout, et après les gens commençaient à dire « Ah, mais comme si vous êtes différents, quoi. » Je dis « Différents de qui? Des autres ?» C'est parce que, non, je suis pas différent, c'est juste que... C'est la perception. Il y a perception, et puis l'accès, Parce que là, je peux aller n'importe où, parce qu'il y a cette confiance de l'athlète, du sportif. Et c'est là où je me suis dit que, en fait, peut-être que ce qui m'attirait, cet aspect service, je pouvais aussi l'exercer, même plus rapidement qu'en allant faire des années de médecine, et je savais même pas comment j'allais payer pour ça. Et c'est pourquoi j'ai décidé que, le sport, l'utiliser comme instrument, pour moi, c'était la voie. On a créé Seed Sports for Education and Economic Development en 1998. Et l'idée, c'était d'utiliser le sport comme un instrument, d'abord d'autonomisation, parce que c'est ce que j'ai pu faire à travers le sport. Et puis, comment l'utiliser, surtout pour l'Afrique, parce que nous avons un avantage. On a plein de talents dans ce domaine. Comment faire en sorte que ce talent
soit exposé, soit développé. Et tout ce qu'on a fait, je pense, tout le cheminement qui a abouti aujourd'hui, et tout commence de seed. Mm-hmm. Aujourd'hui, on en est à la Basketball Africa League, mais tout vient de là. Tout vient de là. Pour moi, ce qui était important, c'est de devenir quelque chose avec sa vie. J'essaie de me faire mes propres opinions et j'ai mes propres standards. En tout cas, quand l'éthique est assurée, que on fait de mal à personne et on fait ce qu'on peut pour contribuer dans la vie des autres, ou en tout cas dans la société en large. Je pense que c'était ça. Comment est-ce qu'on crée la Ligue africaine de basketball pour arriver à rendre possible un environnement propice comme ça pour le sport, pour le basket en Afrique? Oui, d'abord, on crée SEED, créer le concept. Et puis, je peux toujours me citer un exemple pour dire que, hey, j'ai fait ça. Ça m'a réussi. Je pense, ça m'a permis de faire des choses. Et on répète l'expérience chez d'autres jeunes qui l'ont réussi et qui sont allés même plus loin que moi dans le domaine du basket, qui sont allés dans des universités beaucoup plus grosses en termes de sport, d'académie, beaucoup de visibilité. On l'a fait des centaines de fois. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous break down, c'est-à-dire nous dire un petit peu, OK, il faut quoi? Il faut ça, ça, ça et ça. Et puisque vous avez une vision que nous, on n'a pas, une connaissance, une expérience que nous, on n'a pas, pour que cet environnement-là puisse exister, quels sont les points critiques? Oui, alors d'abord, il faut au bout du compte, ça revient toujours à l'être humain, aux ressources humaines. Et quand je parle de ressources humaines, je parle de jeunes qui ont l'appétit, qui ont l'envie et qui ont le talent aussi. Et il y en a plein en Afrique. Mais il faut leur rendre à l'évidence que ils sont talentueux. Parce qu'ils savent pas. Ils le savent pas. Ouais. Il faut créer quand je parle de ressources humaines, il faut déjà éveiller les consciences sur le fait que ces opportunités existaient. Alors, quand on a créé SEED Academy, c'est au bout d'années de facilitation pour que des jeunes individuellement, suivent les pas. Mais il y a un événement qui s'organisait ici, et ça s'organise, je suis sûr, toujours, que les fédérations, que l'État, selon les moyens qu'on a, essaie d'organiser des compétitions pour les jeunes. Il y avait un tournoi de basket pour des moins de 16 ans, garçons et filles, que j'y ai assisté, et je ne sais plus quelle année, je crois 97 peut-être, juste après le championnat d'Afrique, où j'ai vu un jeune Sénégalais, en fait, sa famille, son père est venu me voir parce qu'il savait que j'étais aux États-Unis, ce que j'avais fait. Ngagne de Sagana Diop, vous devez peut-être avoir entendu son nom. Il avait 16 ans, il allait à la cathédrale, monstrueusement grand, mais qui venait juste de débuter. On a facilité sa transition aux États-Unis. Il est devenu vraiment un super joueur et un super être humain aussi. Il est aujourd'hui entraîneur national de l'équipe de basket du Sénégal. Mais après cette année, quand je l'ai vu dans le camp, le tournoi ne se faisait plus. Entre-temps, lui, il est drafté en NBA, 8e par Cleveland. On revenait après, je demandais à propos du tournoi. On me dit que ça n'a pas été organisé depuis, parce que faute de moyens. Et je demandais combien ça coûtait, on me disait, vraiment, c'était pas une somme monstrueuse. Mais c'est juste pour dire les limites qu'on a. Oui. Et pour dire que ce sont ces limites qu'il nous faut essayer de trouver les moyens d'écarter. Après, on s'est concerté avec le jeune, Gagne. On est revenu à sponsoriser ces événements. Et c'était organisé au CNEPS de Thiès, là où se trouve SEED Academy aujourd'hui. Quand j'ai vu l'infrastructure, ça appartenait à l'État. Oui, c'était vétuste, il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait, mais il y avait, juste
une base. Comme quoi, on peut faire, si on regarde tout autour de nous, il y a des choses qu'on peut utiliser, qu'on peut rendre utiles. Et c'est ce qu'on a fait. On a été voir le directeur du SNEIPS à l'époque, Biram Kharinloy, et c'était le ministre Youssou Ndiaye à l'époque, qui était ministre des Sports. Je dis mais on pourrait essayer d'utiliser cet environnement, sélectionner des jeunes, les mettre en internat ici, et puis leur apprendre à jouer au basket et d'aller à l'école. C'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a créé Seed Academy en 2002. Et après, on a travaillé avec la NBA pour commencer certaines activités qu'ils faisaient dans le reste du monde, pour donner à des jeunes talents l'opportunité de se regrouper pendant l'été, d'être observés. On a fait la même chose. Basketball Without Borders, qui a commencé en 2003 en Afrique du Sud, où des centaines de jeunes d'Africains, pour la première fois, la plupart, c'est la première fois qu'ils sortaient de leur pays, qu'ils voyageaient, ils venaient de 35 pays africains, et on a amené des coachs de la NBA, des joueurs pour mentorer, et je me rappelle, Ngagne de Sagana Diop dont je parle, il faisait partie de l'un de ces premiers joueurs de la NBA qui était là comme mentor. Ils étaient là, c'était des mentors, c'était des jeunes Africains qui étaient en NBA. On amène 100 jeunes Africains de 18 ans et moins, et on a ces jeunes Africains en NBA qui sont là pour les mentorer. C'est déjà pour éveiller les consciences, pour les gars, c'est possible. Vous voyez, les gars là, il vient de Ibadan au Nigeria, lui il vient de des parcelles d'Asseni, l'autre il était de la Patte d'Oie, mais ils sont allés en Amérique, là ils sont en NBA. Pour ils étaient comme vous, et vous pouvez être comme eux. Exactement. C'est juste pour te dire que le breakdown, c'est ça. Éveiller ses consciences, de montrer que c'était possible. Pourquoi on voulait amener le système, le modèle ici? C'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas continuer à vouloir envoyer tout le monde ailleurs, So, certains iront, et il n'y a pas de problème parce qu'on a tellement de talent. Mais l'idée, c'est de créer tout ça ici sur le continent. Est-ce que c'est possible de créer tout ça tant qu'il n'y a pas aussi tout l'environnement de sponsoring, parce que ça coûte de l'argent. Mais ça vient. Et la médiatisation va avec. Absolument. Mais c'est pourquoi je dis, on n'a pas dit en 2003, commençons une ligue. Ou bien la NBA n'a pas dit, ouvrons un bureau. On a commencé parce que, d'abord, je dis, le concept 98 avec Seed, mais l'académie, Seed Academy n'a pas commencé avant 2002. 2002, quand on a vu l'infrastructure ici, qui était Vétus, dont je parle, du SNEIPS, je ne connaissais pas avant. Alors, c'est une opportunité et, on agit là-dessus. On a créé une structure, c'est ce que je disais, il y a tout un truc qu'on a mis devant les autorités à l'époque pour parler de comment je pense qu'on pouvait... Oui, mais bon, les autorités, si vous les attendez aussi parfois... Je sais, mais on ne les a pas attendues, je sais. Mais il faut les aviser. Oui. Ouais, et ça, je l'ai toujours fait. On est toujours allé vers... Parce que je respecte toutes ces institutions. Bien sûr. C'est juste pour dire, quand je disais qu'on commence par le camp en 2003, ça a ouvert les yeux à tout le monde, inclus la NBA et nous, ce qu'on faisait. Chaque année, on l'a fait. Et en 2010, la NBA décide d'ouvrir des bureaux en Afrique parce que la NBA se mondialisait. Il y a eu des bureaux partout. Et puis, c'était la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Justement. Donc, c'était une bonne opportunité aussi. Justement. Donc, alors, c'était à Johannesburg, le bureau de la NBA. Ouais, et c'est là où moi, j'ai quitté. Enfin, ils m'ont pris de Dallas pour aller en Afrique du Sud pour ouvrir ces bureaux. Mais quand on a ouvert les bureaux aussi en 2010, on n'a pas dit, hey, commençons une ligue professionnelle. Non, on a, encore une fois, c'était l'opportunité. Là où on faisait le camp une fois par an, de Basketball Without Borders, là, on faisait ça partout en Afrique. C'était l'idée de construire des terrains dans autant de pays que possible, de former autant d'entraîneurs que c'est possible, de populariser le jeu, de faire des partenariats avec la FIBA pour essayer d'améliorer le capacity building, former des entraîneurs, relever, ou bien, faire un spotlight sur les tournois phares que la FIBA a organisés. C'est tout ça qui a amené aujourd'hui à la création de cette ligue panafricaine. Il y a un travail de fond qui a été fait pendant plus de 10 ans. Exactement. Et en parlant de sponsoring, d'abord, on a convaincu la NBA à s'engager parce qu'on est confiant que le produit va
amené ses fruits. Parce que pour lancer la Basketball Africa League en 2021 pendant la pandémie, on a investi nos propres ressources de part de la NBA. On n'a pas attendu des sponsors. Oui, on a amené nos sponsors mondiaux comme Nike, Brand Jordan, Wilson, etc. Mais on s'est dit, on va investir. Et les sponsors locaux vont suivre. Et c'est ce qui commence à se faire. Pour moi, le focus, c'était de créer un véritable produit autour du talent qu'on a sur le continent. Développer le basketball de club pour que le gamin qui a envie de jouer au basketball à Pékin rêve de NBA, c'est OK. Mais il sait qu'il peut travailler pour aller être membre de Guédiawaye Basket qui joue dans la première division. Ou le gamin à Thiès va jouer à l'US Rail, etc. L'AS Douane qui a joué 3 fois dans la Basketball Africa League. Aujourd'hui, c'est l'AS Ville de Dakar. Alors, je dis que les sponsors maintenant commencent à venir parce que on a créé ce produit, on l'a développé, c'est vu partout dans le monde, dans 214 pays, en 17 langues. On parlait tout à l'heure de la diaspora. Sur les réseaux sociaux, les statistiques montrent que ce soit aux États-Unis, dans les Caraïbes, même au Brésil, en France, là où il y a ces populations africaines, ils suivent la Ligue. Alors, on est fiers d'avoir signé notre premier partenaire. En tout cas, on voit que des compagnies locales comme Wave maintenant viennent. Et il y en a d'autres. Alors, c'est juste pour dire que ça peut prendre un long chemin, mais avec de la conviction, de la détermination et du savoir-faire, ça va venir. Alors aujourd'hui, un joueur de basket dans les clubs locaux que vous avez cités, il peut espérer quel revenu pour avoir une idée? Parce que, c'est bien de dire aux gens, engagez-vous dans le basket, le sport, c'est bien, mais ils veulent aussi avoir une vie décente et même plus que ça. Mais ils ont des revenus très respectables. Je ne veux pas avancer des chiffres, mais c'est juste pour vous dire que... Une moyenne, Amadou. Donnez-nous une idée. Non, je peux vous donner... je peux vous dire qu'il y a des joueurs... Je ne parle pas de pays spécifiques. En tout cas, au bas mot, dans la Basketball Africa League, tous les clubs qui sont dans la Basketball Africa League, d'abord, on soutient les équipes en prenant en charge tout leur cost, tout leur coût, pour toute leur charge, leur charge en déplacement d'avion, hôtel, etc. Et il y a une subvention qu'on donne pour les aider dans le recrutement. Maintenant, on n'impose pas de grille salariale, mais on impose un seuil, un minimum. Un minimum, voilà, un minimum. Chaque joueur qui joue dans la basketball, au Africa League, au minimum, on impose au club qu'ils aient un salaire d'au minimum par mois de $1,300. $1,300. Au minimum. OK. Et maintenant... Donc, on est dans les environs d'1 million de francs CFA. Mais, il y a des joueurs, les clubs ont différents moyens. Oui. Moi, je sais qu'il y a des clubs qui payent $30,000 par mois à leurs joueurs. OK. Là, ça devient sérieux. Regarde, non, et puis, ce n'est que le début. Ouais. Moi, je vous dis qu'on va être très compétitif dans les années à venir. Les joueurs vont venir de la NBA pour jouer dans cette ligue. C'est l'opportunité qu'on a ici. Alors, c'est juste pour dire les joueurs de la NBA vont venir jouer en Afrique. Il y en a qui vont venir jouer comme tu en vois, qui vont jouer pour le Real de Madrid ou, je sais pas moi, l'Olympiakos, etc. Et ça commence, hein. On a des joueurs qui ont joué à la NBA, qui ont joué dans la ligue, dans certains clubs. Et la médiatisation est importante parce qu'on sait que les droits sportifs, c'est aussi un enjeu. Excellent. Est-ce que donc les manifestations, les événements sportifs en Afrique ont un public international également? Mais absolument, c'est pourquoi je disais, en fait, nous, on a privilégié ces premières années de la Basketball Africa League d'avoir du reach. On n'est pas... Par exemple, c'est de toucher une audience large. Voilà, on est sur Canal+, on est sur beIN, ESPN, tous nos matchs sont montrés sur NBA TV, les gens regardent. Et aussi, dans les chaînes, dans les pays locaux, on va être dans les plus grosses chaînes publiques. On a un partenariat avec la RTS,
pour que le produit soit connu. Au début, sans vraiment nous focaliser trop sur la valeur des droits. You know, on le facilite, mais dans quelques années, tenez-vous bien, la NBA a signé un contrat, le plus récent contrat média, c'est 76 milliards de dollars sur 10 ans. You know? Et ça, c'est la NBA. C'est la NBA. Mais 76 milliards de dollars. Ouais. Je ne dis pas qu'on va signer 76 milliards de dollars, mais il y a un jour viendra où on signera des contrats à l'échelle de milliards de dollars, de milliards. D'abord, commençons par des milliards de francs CFA. Déjà, c'est pas mal. Puis, voilà, mais c'est l'objectif. Et c'est pourquoi on reste, comment dire, convaincu et deliberate, je sais pas comment dire. Deliberate, ouais, c'est difficile à traduire. Constant dans notre effort et nous focaliser sur vraiment de construire ce produit avec du talent africain, avec aussi tout ce qui est comme lifestyle, de l'entertainment. C'est pourquoi, vous voyez, les plus gros joueurs de foot, les plus grosses vedettes, que ce soit les Drogba, Messi ou Mbappé, comment il s'appelle, le Brésilien qui était à Paris, Neymar. Neymar, oui. Ils vont s'asseoir courtside, you know, chez les New York Knicks ou les Lakers ou Miami Heat, parce que le basket a cette particularité. Ce qu'on peut faire dans un terrain de basket, là tu vois les joueurs comme ça, il y a de l'énergie, la musique, il y a l'entertainment, c'est ce qu'on est en train de créer. On vient du Maroc, mais c'est ce que tout le monde disait, c'est ce que tout le monde dit partout. Mais on dirait, on est dans un match NBA. Et c'est ce que on est la NBA. You know? Et c'est ce qu'on fait. On le fait avec du talent africain. You know, que ce soit tous les acteurs dans les coulisses qui créent ce produit, c'est les jeunes Africains qui ont vécu partout, qui ont acquis de l'expérience, de l'expertise, et qui reviennent pour créer ce produit. Et le la talent, NBA, les joueurs sont là, you know, et comme je le dis, de meilleurs joueurs vont continuer d'émerger ici sur le continent, et de meilleurs joueurs vont venir de tout le monde pour venir jouer dans cette ligue. Excellent. Est-ce que la NBA vous laisse complètement les mains libres pour gérer comme vous l'entendez? Aucune corporation, je suis sûr que Microsoft ou IBM ne laisse pas. Et là, il y a quand même un modèle, mais bon, on est là pour, comme je le dis, pour impacter. Et si je sentais que je ne peux pas avoir d'impact, je ne serais pas là. So, you know, on ne fait pas n'importe quoi, mais sur les bases, on crée. You know, on amène des idées, on a une équipe de personnes très compétentes et intelligentes. On met une stratégie en place. Évidemment, sur certains points, je le dis, la NBA est très, comment dire, allergique par rapport au risque. You know? C'est pourquoi on va... D'abord, comme je dis, on est des gens ethical. On va jamais, you know, faire du n'importe quoi. D'abord, par rapport à nos valeurs, intrinsèque même, mais dans la création, dans l'exécution, l'implémentation, l'opérationnalité, on fait tout ce qu'on a à faire. On monte une équipe de gens capables, et puis on essaie de créer une industrie ici en Afrique qui va faire travailler des jeunes entrepreneurs africains. Là où, quand on lançait la Ligue dans la pandémie, ou bien les 2 premières années, on comptait beaucoup plus sur l'expertise de la NBA qui venait d'ailleurs, parce que bon, c'était nouveau. Et puis c'était la pandémie, il y avait des règles très strictes, des protocoles, etc. Mais petit à petit, on localise. Et là, les compagnies qui assurent, par exemple, nos logistiques, notre transport, c'est des jeunes entrepreneurs africains qui ont créé leur compagnie, qui commencent à grandir. Et vous trouvez les compétences et les prestataires dont vous avez besoin au niveau de qualité que vous exigez. Absolument. Je suis sûr que vous avez vécu un peu partout, n'est-ce pas? Et vous avez peut-être, je ne sais pas, je suppose que vous avez travaillé, you know, dans des multinationales, dans votre domaine, mais vous êtes là. You know? Et vous êtes là et vous faites vos trucs. You know? C'est ce qui commence à se passer partout. Ma collègue qui est là avec moi, elle était à Paris, Paris Basket.
Elle a tout fait là-bas, du business development, du PR. Peut-être que c'est beaucoup plus simple de le faire à Paris qu'ici, mais on le fait. Mais l'expérience qu'elle a acquiert, c'est pareil avec le talent. Quelle a été la chose la plus difficile dans tout ce parcours pour vous? Quels ont été les plus gros obstacles? D'abord, tous ces obstacles ont été de grosses opportunités, n'est-ce pas, d'apprendre et puis d'être en position d'impacter. C'est de peut-être au début, il y a toujours du scepticisme chez nous. Hier, bizarrement, et je peux le citer parce que on a rigolé. Hier, j'étais sur l'émission de la RTS, Galaxy Sport, et un grand monsieur que je respecte beaucoup, et dans les arts martiaux, c'est une personnalité, vraiment quelqu'un de très très smart et passionné. Il me dit carrément, il dit que non, lui au début, il était contre la balle, tu vois. Et oui, parce qu'il disait, et ça on l'a vu partout, parce que c'est comme si on a et peut-être que c'est à tort ou à raison, parce que même quelquefois moi-même, je suis toujours là, pourquoi, quand on voit des boîtes qui viennent d'ailleurs, pourquoi on laisse ces gens-là, mais je dis, écoute, est-ce que nous on fait? Si on fait pas, les autres vont venir faire. Et dans la nature a horreur du vide. Mais dans ce cas, ce que je veux dire à tout le monde, là, c'est nous. La NBA, c'est nous. C'est pas la NBA qui est venue ici exploiter. Hey, regardez-moi. Et ça fait depuis 1998 qu'on est sur ce chemin. Mais moi, je suis pas dans la parole. Je suis jamais motivé par, OK, je vais leur montrer. Non, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et je suis confiant que on apprécie tous, on connaît tôt ou tard le vrai et le faux. Quand on est constant dans sa démarche, quand on est déterminé et engagé et qu'on ne triche pas, tôt ou tard. Et c'est ce qui se passe. Ce qu'on voit à Dakar Arena, c'est pas quelque chose qu'on a fabriqué overnight. Et c'est du travail de longue date. Et le monsieur, il a dit carrément, lui, c'est l'un des plus grands fans. Parce qu'on l'a convaincu, on l'a pas convaincu par la parole ou le tapage, mais c'est le produit qui parle de lui-même. Quand tu vas là-bas, tu vois Wally Seck performer, ou Viviane, ou Dip, ou maintenant, là, on va avoir Daradi, les Samba Peuzzi, des jeunes que je découvre, Et tu vas remplir la salle et tu vois ce spectacle. Et puis en plus, on organise beaucoup d'activités qui sont hors du terrain pour essayer d'impacter aussi des problèmes sociétals. On a notre BL for Her plateforme. Pour nous, c'est l'instrument pour rendre l'industrie du sport accessible aux filles et aux femmes. Créer des opportunités pour des joueuses, pour des coachs et de l'emploi. Moi, j'ai l'impression qu'on a plus de femmes au sein de la BAL que d'hommes dans le staff. Et pourtant, c'est pas des choses qu'on fait même pas consciemment. C'est juste, c'est notre attitude. Et c'est votre ADN. Justement. Et c'est ce qui se traduit dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi aussi, on va vers les partenaires, on fait nos présentations, on a une équipe qui fait ça. Mais s'ils viennent pas cette année, on va pas dire, OK, on les invite. C'est ce qui s'est passé avec Wave l'année dernière. Tout leur staff était là à Dakar Arena. Ils ont dit, waouh, ils ont dit dès la fin de la saison que, voilà, ils voulaient faire quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est juste... Et donc, c'est le scepticisme au début qui a été vraiment difficile. C'est-à-dire, les gens n'y croyaient pas trop, quoi. Les gens étaient... et puis, ils disaient, c'est quoi ces Américains qui viennent... Mais je veux rappeler que c'est pas... On n'a pas commencé avec la Ligue. Même au début, quand on faisait les autres, même créer Seed, créer l'Académie, on rencontre toujours ces scepticismes parce que on ne pense pas qu'on est capable, nous, Africains, de faire de grandes choses. Il y a un manque de confiance. Et je vois ça partout. Ici, je vois des jeunes incroyablement talentueux qui font de bonnes choses, mais souvent, ils sont vus
d'une certaine façon, c'est comme si ils sont prétentieux ou, en Wolof, ils disent « dañu waane, dañu doj ». Mais j'encourage tous ces jeunes-là à être waane et doj. C'est ce qui va nous amener cette transformation dont on a besoin en Afrique. Si cette jeunesse n'est pas équipée et n'a pas confiance, les autres viendront toujours, nous montrer la voie et puis, utiliser nos ressources et on va être là à se plaindre. Ouais. C'est vrai que c'est important, ça, de dire que parfois, les gens ont peur qu'on leur dise, mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend. C'est ça. Il faut pas avoir peur de ça. Il faut y aller. Il faut faire les choses. Non. Mais bien sûr, après, il faut faire les efforts, il faut faire le job, quoi. Mais justement, c'est là où ça commence. C'est pourquoi je dis que l'éthique du travail, la discipline que le sport instaure, c'est pourquoi moi, je suis toujours pour que les parents mettre leurs enfants au sport, et puis les suivre aussi, les accompagner, et être présents. Je pense que, cette structuration, cette discipline, à la base, c'est important. La confiance en soi que ça développe. Et puis, que tout le monde ait un sens de responsabilité par rapport au devenir de nos communautés et de notre environnement. Qu'on se sente concerné parce que c'est pas l'État, c'est pas l'imam, c'est pas, le rôle de notre. Ils peuvent juste inspirer, ils peuvent, donner le ton, mais il faut que chacun ait cette volonté, cette fibre. Et voilà, et au bout du compte, comme je le disais tout à l'heure, on a cette responsabilité de contribuer quelque chose sur notre environnement. Et je parle pas d'écologie seulement, quoi. Tu vois, je dis de notre existence. Que ce soit pas seulement une question de survie. Non, il faut qu'on aspire à créer des choses, tu vois, avoir de grosses ambitions et puis de vivre la vie, quoi, tu vois. Voilà. Jusqu'à présent, vous êtes content de là où vous en êtes par rapport au parcours? On a bientôt terminé, je sais que le temps nous manque. Mais par rapport à vos objectifs, à comment est-ce que vous voyez la chose au moment où vous avez créé la Basketball African League, vous êtes content de la façon dont les choses se passent? Ouais, je suis encore là. Et pour moi, c'est ça le baromètre. Hein. J'ai cette envie, et parce que on fait du chemin avec une équipe avec laquelle j'adore partager l'expérience avec. On se pousse entre nous. C'est pourquoi on peut finir à Rabat, on est là à Dakar, après on va aller à Kigali, après on sera à Pretoria. On va couvrir toute l'Afrique, un pays à la fois, avec cette expérience, et on voit l'impact partout où on va. Et ça motive, ça donne d'envie de continuer. Qu'est-ce qui demande plus de discipline? C'est d'être joueur de basket ou bien c'est d'être président de la balle? Non, certainement être président de la balle. Parce que quand je suis joueur de basket, j'ai un coach qui, si tu joues pas bien, il te met sur le banc, il décide des minutes là. Mais là, en fait, être président de la balle, parce que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, qui aime créer. Un visionnaire. Des idées, toujours. Il faut que l'équipe me garde discipliné parce que je viens toujours à la dernière minute puis parler de on doit faire ça. Et si on faisait ça? Et si on faisait ça? C'est-à-dire que d'avoir la discipline, de rester focus, et de ne pas, j'ai cette tendance, de vouloir faire toujours des choses, tu vois. Parce que je sais que c'est possible, mais il faut assurer d'abord, c'est pourquoi on a été très disciplinés, mais le Covid nous a poussé aussi, parce que d'abord, je vous dis, on envisageait de jouer dans 6 pays la première saison. On devait commencer à Dakar, après on devait aller, je crois, à Tunis, après on devait aller au Caire, à Luanda, à Lagos, et puis même à Rabat aussi. Et après, en organisant ces compétitions-là, comme on le fait, je me dis comment on allait faire ça dans 6 pays en 3 mois. On l'aurait fait, mais je sais que ça allait être, une sorte de... Ça reste une folie. C'est pourquoi, quelque part, la pandémie nous a... Vous avez un peu calmé. Et je pense que dans beaucoup de choses, il y a des bonnes choses.
évidemment, ça a causé beaucoup de problèmes avec des millions de morts à travers le monde et tout ça. Mais dans une certaine mesure, ça nous a amené à nous rendre compte que peut-être il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont pas indispensables. Par exemple, ne pas voyager partout. Moi, c'était vraiment un gros répit de rester presque 1 an sans bouger, sans presque. prendre, et voilà. Pour dire satisfait, on l'est jamais, mais on est encouragé et on est, on est, je pense, sur la bonne voie. Ouais. Merci beaucoup, Amadou. On a bientôt terminé. Il y a juste le questionnaire de fin. Mais avant ça, est-ce qu'il y a un point particulier dont vous auriez aimé parler? Est-ce qu'on a couvert assez le sujet? Je crois qu'on a couvert. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Pierre? Je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. Ok, donc le questionnaire de fin, ça va être rapide. Quel est votre principal trait de caractère? La détermination. Et je pense que je suis ouvert d'esprit, tolérant. Je sais pas. C'est déjà bien. Ces 3-là, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. La qualité que vous appréciez le plus chez les autres? L'humilité. Ah là, je pense que j'en ai... Ça devait être parmi les... Aussi. Et le défaut... Ouais, l'humilité. Ok. Oui, c'est ça. Le défaut qui vous gêne le plus chez les autres? L'arrogance, la prétention. Quelle est votre définition du succès? D'avoir l'opportunité de faire ce qui est important pour nous, de réaliser, de vivre ses passions, sa passion. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Le service, d'être serviable. Quel conseil vous donneriez à vous-même si vous aviez 20 ans aujourd'hui? D'y aller à fond, peut-être que... Ouais, de jamais avoir peur d'entreprendre. J'ai eu la chance peut-être d'être ouvert d'esprit comme dessus, mais bon, c'est vrai que on est humain, hein, et parfois on calcule trop. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise ces 6 derniers mois? Que les choses peuvent fonctionner sans nous. Qu'est-ce qui vous a permis d'apprendre cette leçon? J'ai une très forte équipe. Je pense que c'est ça, bien s'entourer, de pouvoir faire confiance à d'autres. Je n'ai aucun problème à déléguer, mais on a toujours envie d'y aller, quoi, d'être, voilà, de faire nous-mêmes. D'avoir le contrôle, ouais. De quoi avez-vous peur? C'est difficile, parce que pas de grand-chose, mais de ne pas pouvoir impacter. I don't know. Je ne peux pas dire que je n'ai peur de rien. Mais, si, vous pouvez le dire, hein? Il y en a qui le disent. Hein? Je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il y a toujours une voie. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est aimer ou être aimé? C'est aimer, c'est sûr. Moi, je compte pas. Et est-ce que vous avez une philosophie de vie ou une devise pour terminer? On fait ce qu'on peut. C'est une bonne philosophie de vie, ça. Pas de pression, on fait ce qu'on peut, mais on le fait. Merci beaucoup, Amadou. Merci.